Cette histoire ressemble à s'y méprendre à celle de centaines de jeunes Camerounais. Depuis quelques années, ils prennent la route, affrontent le désert, bravent la Méditerranée pour vivre leurs rêves européens. Certains y parviennent, d'autres vont se retrouver au fond des eaux, d'autres encore vont rebrousser chemin et tenter de se reconstruire autant qu'ils peuvent. Comme Fabien, Marie-Louise, Yvan et Godard, 4 jeunes Camerounais qui ont en commun l'horreur vécue sur la route de la migration. Fabien n'est pas mort en mer. Sorti du Zodiac sur les côtes libyennes, il a pris la décision de rentrer chez lui. L'OIM de la Libye, le HCR, sont venus vers nous. Ils ont dit que vous allez rentrer, que c'est fini les bastonnades, c'est fini la torture. Vous allez rentrer dans votre pays. Ils étaient fiers et quand ils sont arrivés, on préparait déjà ce qui est bien, le poulet comme on voulait, mais quand ils partaient, c'était encore la torture. Jusqu'au jour d'où l'ambassadeur du Cameroun est venu. Il nous a pris, il a relevé nos noms, il a relevé, il nous a fait un laissez-passer pour arriver ici au Cameroun. 6 mois après son départ du Cameroun, Yvan est malade, un mal à la poitrine. Sur place au Maroc, il contacte l'administration camerounaise et ça se complique. On commence à chercher les moyens avec l'appui de certains amis et des membres de ma famille pour me faire rentrer. Mais ce qui est aussi bizarre, c'est que dans ces pays-là, les gens de notre gouvernement ne nous facilitent pas la tâche. Au moment où je devais rentrer, il fallait qu'on m'établisse un laissez-passer pour pouvoir rentrer. Tellement de tracasseries, genre vous allez, on vous dit, on n'est pas là pour s'occuper des personnes qui viennent clandestinement. Ici, là, nous nous occupons beaucoup plus des personnes qui viennent de manière légale. Vous êtes venus clandestinement, donc si vous voulez rentrer, rentrez clandestinement. Il n'est pas question d'affronter encore le désert. Yvan insiste et finit par obtenir un laissez-passer. Avec l'aide de ses amis et sa famille, il se paye un billet d'avion de retour et atterrit à Douala. Au Maroc, Godard s'apprête à rejoindre l'Algérie. L'argent manque, son compagnon de route est malade et faible. Il décide de rentrer. Donc là, on a décidé que moi, je ne pouvais pas l'abandonner, rentrer seul, sans moi, il devait mourir au désert. J'étais obligé maintenant de le ramener. Bon. Quand il n'y avait plus les moyens, on était obligé de passer par le nord maintenant que d'aller par Ekon. Agadez, Zinder, Kano, Lagos, Maïdougouri, Banki, Maroua et puis Douala. J'ai mis 2 semaines sur ce trajet aller-retour jusqu'au Cameroun. Notre footballeur aussi a mis quelques jours sur ce même trajet à regagner le Cameroun. Il quitte l'Algérie le jour où l'un des responsables du club de football qui devait l'accueillir sur place lui fait savoir que sans papier, il n'a aucun avenir dans le football local. Il m'a dit, tu peux te nourrir ici 20 ans, ça ne va rien changer, ça ne va rien changer ce que j'ai. Mais tu es un noir, tu es venu par ici, tu veux grandir, tu veux avoir de l'argent. Sans papier, tu ne peux pas avoir de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir que tu retournes chez toi. Je vais t'aider à retourner jusqu'à la frontière. Je vais te donner de l'argent. Si tu peux arriver chez toi, avoir tes papiers, je t'envoie une invitation, tu viens, toujours légalement. Mais ce qui est sûr, et pour repartir, il était obligé d'aller me remettre au commissariat. Après le commissariat, on t'envoie au tribunal. Après le tribunal, maintenant, on t'envoie dans un camp de concentration. Il faut attendre le jour où vous allez partir. Donc le jour, il fallait qu'il m'amène au commissariat, il m'a appelé, il m'a donné de l'argent. Il m'a donné un truc comme 2000 dinars. Quelques jours après, c'est les grands bus qui arrivent. Et avant que les bus ne viennent, on remet à chacun de l'eau, des baguettes de pain et des dates. Ils disent avec ça, on va te passer. C'était un voyage de plusieurs jours, de 2-3 jours. Donc, il fallait qu'on ait chacun quelque chose quand même pour se mettre sous la dent. Donc on donnait des bidons de 5 litres d'eau minérale, des baguettes de pain et des sachets de dates. Avec ça, pour tenir la route. On monte dans les bus,
Là maintenant, c'était pour nous jeter du côté du Mali, à la frontière avec l'Algérie. Donc quand ils roulent avec vous, arrivé à la frontière, il y a les barbelés là, le bus tourne carrément, il met sa portière du côté du barbelé. Vous descendez comme du bétail, vous traversez les barbelés, là vous êtes déjà au Mali. Mais toujours dans le désert. Les gens arrivent à Maiduguri pour traverser au Cameroun. Les policiers ont voulu nous embrouiller. Je dis que gars, ici nous sommes au Cameroun. On a traversé la frontière en courant. Je dis que bon, dès qu'on a traversé, venez nous arrêter ici. Le Zodiac de Marie-Louise a été récupéré en mer par des Libyens. Après 5 mois de prison, elle prend une des résolutions qui lui sauve la vie. Je me dis, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma famille. Je pense que ma famille, c'est la plus belle chose qui compte à mes yeux aujourd'hui. Et si je me retrouve près de mes enfants, parce que j'ai demandé à Dieu de me faire ne serait-ce que revoir mes bébés. Donc je suis arrivée sur le 18 octobre 2018. Depuis cette arrivée, les ONG ne font pas signe. J'ai marché là-bas fatiguée. On a fait des projets. On devait nous aider à faire quelque chose. À l'OIM? Oui, à l'OIM, bien sûr, les ONG. Depuis notre tournage, Marie-Louise a suivi une formation à la gestion des entreprises organisée par l'OIM à Douala. Cette agence du système des Nations Unies, spécialisée dans l'assistance aux migrants, la réponse aux urgences et la recherche sur la migration, conduit depuis quelques années une initiative conjointe avec l'Union européenne pour la protection et la réintégration des migrants au Cameroun. Depuis 2017, où nous avons commencé notre programme de protection et de réintégration des migrants, nous avons accueilli plus de 4900 migrants camerounais et donc qui ont en fait suivi cette voie. Donc ça montre que ceux qui ont pris malheureusement le chemin de la migration irrégulière, ça c'est une partie de ceux qui ont suivi cette voie. Donc pour vous dire que en termes de chiffres, nous avons les chiffres de retour qui reflètent à peu près ceux qui sont partis. Parce que ceux qui sont partis dépassent de loin, ce n'est pas tous qui reviennent. Nous facilitons le retour pour ceux qui décident de revenir volontairement. Fabien aussi a été pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations. À son retour, lui-même nous a donné 100 € pour s'installer. Après, ils ont dit qu'on allait faire des projets. J'ai écrit ce projet, je suis parti déposer dans le service traiteur. Où le budget, ils ont dit le budget c'était 650 000. 650 000. Mais arrivé là-bas, quand j'ai déposé, ils nous ont demandé de passer dans 2 mois. Je suis passé dans 2 mois. On dit Yaoundé n'a pas encore envoyé, Yaoundé n'a pas encore validé votre dossier, Yaoundé n'a pas encore, Yaoundé n'a pas encore, Yaoundé n'a pas encore. J'ai laissé. Un jour, je me rends là-bas, je constate vraiment que c'est vraiment la bagarre là-bas entre les aventuriers et l'OIM. Il y avait des agents de l'ordre partout. C'était vraiment miné. À l'OIM, on explique qu'au départ, le programme financé par l'Union européenne devait accueillir 850 migrants. En 2020, il en est à plus de 4 900 personnes. L'agence paraît débordée. Elle a dû subir la fureur des ex-migrants en 2019, ici à Douala, et s'est vite ajustée. Actuellement, nous sommes à 1700 qui ont déjà reçu leur paquet de réintégration et qui sont en activité. Nous avons néanmoins plus de 2000 qui sont en attente. La plupart ont déjà fait leur projet, donc ils ont monté leur plan d'affaires et ils attendent les équipements pour se mettre en activité. Et pour ceux-là, avec le Covid, on a eu un retard supplémentaire. Mais actuellement, nous sommes en discussion avec l'Union européenne, mais aussi avec le gouvernement du Cameroun, pour voir un peu quel mécanisme on peut adapter qui répond un peu au contexte du Covid et qui permettrait d'accélérer donc la réintégration de ces gens. Fabien attend toujours depuis 2 ans le financement promis. Entre-temps, le jeune homme enchaîne les petits boulots, déterminé à saisir une seconde chance que la vie lui donne. Sa seule gêne, le regard des gens. Il n'y avait plus la confiance, puisque moi, étant ici au quartier, on sait, j'aime pas les problèmes. Mais je sais que c'est trop dangereux, mais j'aime pas juste les problèmes. Donc on était étonnés que c'est moi qui suis parti dehors. Donc on ne pouvait pas attendre ça de moi, puisque moi, quand moi j'étais ici, c'était les études. Au retour, notre jeune footballeur a du mal à reprendre sa vie en main. Mais il fait vite face à de nouvelles responsabilités. Quand je suis arrivé, je ne peux pas passer chez nous, parce que là, c'était l'échec total.
Curieusement, quand il arrive, dans mon point de départ, la dame avait accouché. Hein. J'avais sur moi, quand je partais, près de 500 000. Tu vois, tu as brûlé 500 000 comme ça. Mais le plus important, c'est que je sois revenu en entier et puis que j'ai eu cette expérience-là. Et que je sois aussi en train de parler. Godard a retrouvé sa vie d'avant, ou presque. Est-ce que tu regrettes d'être rentré? Un tout petit peu, on a tout regretté parce que le but n'a pas été atteint, l'objectif n'a pas été atteint. On regrette toujours. Bon. Il s'est installé ici, dans cette modeste demeure, dans un quartier périphérique de Douala. Il y vit avec Nadège, sa compagne. Pendant son aventure, elle l'a attendu, elle a prié pour lui et elle a veillé sur leur enfant, né entre-temps. Tout ce que j'avais à faire, c'était prier pour que Dieu l'accompagne. Mais malheureusement, il est allé, il n'y avait plus de communication. Un de ces 4 matins, on lui voit, il dit ça n'a pas marché, il est de retour. Dans la famille de Marie-Louise, Gauthier, le petit frère, est entrepreneur et père d'une fille. C'est lui qui était en contact avec les ravisseurs quand il fallait payer des rançons. Quand elle était en otage, la première fois, parce que je pense bien que ça s'est fait peut-être 2 fois, globalement. La première fois, il y a eu des numéros de téléphone anonymes qui appelaient. On lui passait le téléphone à chaque fois, elle était toujours en larmes. Je me suis fait kidnapper, on demande une rançon. À chaque fois, on ne posait pas plus de 2 minutes. On envoyait de l'argent, envoyait de l'argent, envoyait de l'argent à chaque moment. Du coup, ça nous a frustrés et Dieu est grand, on a pu faire le nécessaire. Et la suite s'en est suivie. On avait aussi envoyé des photos. Il n'a même pas pu montrer les photos à maman. Non, je n'ai pas voulu montrer les photos à maman en même temps. Vu que c'est moi qui étais interconnecté, il y a des choses que je ne pouvais pas dire à maman en même temps. Il y avait quoi sur les photos des clients? Exactement. Déjà quand j'ai vu la première photo, je n'ai pas cru que c'était ma soeur. Et elle avait fondu. En fait, elle n'était pas elle, quoi. C'était une autre personne que j'ai eu comme l'impression d'avoir devant moi. Dans la maltraitance en quelque sorte. Yvan, lui, pense à repartir, et le plus tôt. Au moment de notre tournage, il suit un régime alimentaire spécial et est en attente d'une évacuation sanitaire en espérant être appuyé par une ONG. Si tu n'étais pas malade, tu serais reparti? Depuis il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps, pourquoi? Je serais reparti. Parce que c'est ça, quand je reste à la maison et je cause avec ma grand-mère. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'en sortant d'ici, quand je suis arrivé de l'autre côté, ma manière de voir les choses avait un peu changé. Elle était devenue un peu différente. Et quand je rentre, je retombe dans le même système que j'avais laissé. Et ça là, c'est un peu fatigant et stressant pour moi. Donc du coup, à chaque moment, il me vient seulement en pensée de vouloir partir. Yvan et Fabien partagent leurs contacts établis sur la route de la migration clandestine, un peu comme pour perpétuer le réseau. J'essayais d'apporter des conseils à des frères qui me contactaient, genre, ils voulaient aussi s'aventurer. Je leur disais, je ne vais pas vous dire de ne pas venir, parce que si je vous dis ne venez pas, vous allez toujours venir. Donc je ne vais pas vous dire cela. Ce que je vais vous dire, c'est que l'aventure, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de trop difficile. C'est quelque chose où tu souffres. C'est quelque chose où tu souffres. Maintenant, si tu acceptes souffrir pour atteindre le but, voilà, c'est bien, il faut venir. Mais jamais j'ai dit à quelqu'un que ne viens pas. Ne viens pas, non. J'essaie de leur donner ces conseils que ce n'est pas facile. C'est trop difficile. Mais si tu peux supporter, lance-toi. J'ai partagé le contact. Ils ont réussi? Oui, un a réussi. Il est en Espagne. Un a réussi. Il est en Espagne. Je vais partager. Il fut un moment, j'ai arrêté. Parce que c'était vraiment trop... Parce que quand je faisais ça, je sentais comme si je les encourageais. Alors que moi, je sais que c'est dur. Mais comment mettre fin à ce phénomène? Migrer fait partie des projets les plus nobles.
Ce sont les risques encourus et parfois sans information au départ qui posent problème. L'approche de solution doit être, selon Honoré Mimché, pluridisciplinaire. Au niveau de la jeunesse, des questions politiques, la politique de la jeunesse doit être bien repensée. La politique de la jeunesse. Également, je crois aussi que la question de l'accès à l'emploi étant, dit-on, un des déterminants, les problèmes d'emploi et tout. Mais je dis, on a vu, je crois qu'il y a eu un programme au Minefop où on a financé des jeunes pour s'auto-installer, mais qui ont acquis des ressources parce que le montant qu'on leur avait proposé, je crois, de 4 millions ou 4 millions 9, aidait plutôt à obtenir des cautions ou payer des cautions pour partir. Vous voyez donc qu'il y a des politiques. Mais il y a une question de mentalité. C'est pour ça que je dis il faut travailler les consciences. Il y a l'éducation civique, il y a la morale, et je crois qu'il faut des actions de sensibilisation, d'information, pour amener les gens à comprendre que, bon, même si l'immigration est un moyen d'accumuler, d'avoir des ressources, ce n'est pas le seul moyen de réussite sociale. L'État du Cameroun se montre très volontariste sur cette question de la migration clandestine, à en croire les multiples politiques développées ces dernières années en direction des jeunes. Charles Gatifna est enseignant à l'université de Douala. Il étudie cette problématique d'insertion des jeunes. Disons que les pouvoirs publics locaux, il me semble que c'est un aveu d'impuissance face à ce phénomène. Mais je dois également, du point de vue sociologique, dire que ce phénomène consacre un peu l'impotence, la faiblesse de la capacité à la fois responsive, attractive, régulative de l'État qui est supposé résorber un certain nombre de jeunes par l'insertion socio-professionnelle. Or, il me semble que la réalité est tout à fait différente. Les concours publics recrutent peu de diplômés. Il y a d'abord ce phénomène. Quand un concours est lancé, à la limite, c'est 100 personnes. Ça veut dire que c'est un ratio de 10 par région. Et quand nous connaissons la forte densité de nos diplômés, donc je crois qu'il y a ce déphasage entre les diplômés, les certifiés et l'insertion socio-professionnelle. Il y a également l'approche de ce que le secteur privé ne recrute pas beaucoup et l'État n'a pas mis en place des mesures incitatives pour peut-être donner des crédits à ces jeunes pour leur installation à leur propre compte. Donc les activités génératrices manquent, donc c'est cette impotence, cette vacuité des politiques étatiques, ce nihilisme des propositions de l'État qui font qu'on se retrouve dans ce phénomène où chacun voudrait partir explorer d'autres horizons. Communiquer et informer pour que les jeunes Africains n'aillent plus mourir dans la Méditerranée, Yasser Trésor Tanon, journaliste, musicien, en a fait une priorité de sa carrière. Alors, il chante pour attirer l'attention et dénoncer. Au fond de l'océan, j'écoute la voix de mes frères qui résonnent. Partis pour l'Eldorado, certains sont restés captifs. Un espoir qui se transforme en cauchemar. Je parle de l'horreur que subit l'Afrique noire. Exploité depuis la nuit des temps par les colons avec leurs complices à col blanc. Des siècles après, la misère persiste. Aucune politique réelle n'existe pour mettre la jeunesse à la... J'ai décidé de rédiger un slam que j'ai intitulé « Vendu aux enchères ». Vendu aux enchères que j'ai aussitôt mis sur la toile et pas mal d'organismes m'ont interpellé ou alors m'ont approché, salué l'initiative. J'ai également été aux côtés de pas mal d'autres ONG qui militent pour la cause. Le slam vendu aux enchères atteint des records de vues sur les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux par lesquels des jeunes continuent à recevoir des messages erronés de la vie de leurs amis et parents en Europe. Il faut donc renforcer les politiques publiques d'insertion des jeunes, mais surtout communiquer sur les modalités et les dangers de la migration pour que chaque jeune soit informé des risques encourus avant de prendre la décision de partir sur les routes inconnues pour vivre un rêve d'avenir meilleur. De livrer bataille, peu importe ta couleur de peau, au nom de l'humanité. Personne n'a le droit de vendre un humain ou d'en acheter comme si c'était du pain. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal.
devenu esclave en Libye, Tunisie, vendu aux enchères.